Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents avec nous en direct sur les plateaux AQT TV et Silmo. Je vous rappelle que ceux qui sont derrière leur petit écran peuvent poser des questions que nous retransmettrons à nos interlocuteurs experts. Donc, dans notre débat précédent, on a eu parfois des actions un petit peu animées entre pour ou contre la vente des produits optiques sur Internet. Et bien là, on va prendre un petit peu de recul. On va s'intéresser au comportement du consommateur, comment il a évolué depuis ces dernières années par rapport au processus d'achat sur Internet, et puis quelles sont ses attentes dans le futur. Donc, pour parler et en savoir un petit peu plus donc, sur ce consommateur, nous avons réuni autour de nous Guy-Noël Châtelain, qui est directeur associé de OCC Stratégie Consultant. Bonjour. Bonjour. Bertrand Fredenucci, qui est président fondateur de Baobase. Bonjour. Bonjour. Et Olivier Bitoun, journaliste indépendant. Bonjour. Alors, en quelques mots, Guy-Noël Châtelain, expliquez-nous votre activité. Et écoutez, OCC Stratégie Consultant est un cabinet de conseil en direction générale et en stratégie. Nous avons ouvert nos premiers bureaux il y a 25 ans à Londres. Nous sommes étendus sur le reste de l'Europe, les États-Unis et l'Asie. Et nous avons une activité assez importante, tant dans la distribution spécialisée que, en général, que dans l'optique en particulier. D'accord. Donc, votre métier, c'est le conseil dans le retail. Exactement. Merci. Bertrand, Baobase, c'est qui, c'est quoi? Donc Baobase, c'est 150 experts du e-commerce et nous travaillons pour les marques enseignes de prêt-à-porter dans le luxe et dans les accessoires pour les accompagner sur leur stratégie e-commerce et l'implémentation de leur métier e-commerce. Donc on fabrique leur site, on gère leur logistique, on fait leurs photos des produits, on gère le merchandising, le service client, etc., etc. Donc on accompagne les marques enseignes dans le développement de leur e-commerce. D'accord, donc véritablement en amont et au démarrage des processus de e-commerce. Dans le concret. Merci. Olivier, donc vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé pendant longtemps dans un magazine spécialisé de la distribution qui s'appelle LSA. Voilà, 8 ans, oui. Vous êtes maintenant spécialiste, comme vous le dites, dans la mutation de la distribution. Absolument. Donc un grand mot. Vous travaillez pour une association qui s'appelle l'Axel, qui est l'association de l'économie numérique. Tout à fait. Donc on a fait un livre ensemble sur le e-commerce. D'accord. En tant que spécialiste donc, de ce e-commerce et de la distribution, je pense qu'il y a une conférence de la FEVAD. La FEVAD, c'est la Fédération de la vente à distance, qui a eu lieu en février de cette année et qui était, je pense, pour ses membres un petit peu provocatrice, puisque la FEVAD elle-même annonçait 2020 la fin du e-commerce. Tout à fait. Alors, on voit quelques chiffres à l'écran où justement ce e-commerce est toujours en progression, mais depuis 4 ans, la progression est en train de se tasser. Alors, est-ce que ça veut dire que les heures de gloire du e-commerçant sont terminées ? Alors, bon, effectivement, c'était un petit clin d'œil de la FEVAD, mais le ralentissement de la croissance est naturel, puisqu'on partait de zéro, donc au début, les taux de croissance étaient vertigineux, et forcément, aujourd'hui, ça ralentit. Au-delà du clin d'œil de la FEVAD, et comme vous disiez, un peu provoquant, l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'effectivement, finalement, demain, là, on arrive vers le commerce, tout simplement, le E est effectivement une lettre qu'on va retirer, mais la vente en ligne n'est qu'un canal de plus du commerce tout simplement. Et donc aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que les distributeurs du monde physique, donc les distributeurs avec des magasins, ont mis beaucoup de temps à venir sur le e-commerce. En plus, au début, ne croyaient pas aux pure players, bon, voilà, alors que tout le monde pensait que ça n'était simplement qu'un perfectionnement de la vente à distance au départ, rien de plus. On s'est rendu compte depuis que c'était beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus révolutionnaire que ça. Puis après, il y a eu l'éclatement de la bulle. Enfin, je ne vais pas refaire l'histoire du e-commerce, mais rapidement, il y a eu l'éclatement de la bulle. Et là, les distributeurs physiques se sont dit, on a bien fait de ne pas y aller. La preuve, regardez, aujourd'hui, tout le monde se plante. Et puis, eh bien, ça a redémarré gentiment et ça s'est installé, ça s'est enraciné dans les habitudes des consommateurs. Et aujourd'hui, tous les distributeurs physiques viennent au e-commerce, d'une manière ou d'une autre, ils ouvrent un site et ils cherchent les interactions au maximum entre leur magasin et leur site de vente en ligne. C'est ce qu'on appelle le commerce cross-canal dans le langage des professionnels. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est le modèle dominant et
il y a de fortes chances que ce soit le modèle de demain. Ce qui ne veut pas dire, attention, que les pure players n'auront pas leur place et que des distributeurs qui ne vendront qu'en magasin n'existeront plus. Cela dit, les distributeurs cross-canaux vont prendre de plus en plus de parts de marché et vont devenir la règle générale. Les pure players, à mon sens, seront plutôt cantonnés à des marchés de niche. Alors vous allez me dire tout de suite, mais Amazon, c'est pas un marché de niche, c'est quand même le... Alors Amazon est un cas particulier, je suis à peu près sûr qu'un jour Amazon ouvrira des magasins d'ailleurs. Et puis, les commerçants qui n'auront que des magasins auront de plus en plus de mal à exister. Ce seront plutôt des commerçants de proximité qui survivront grâce à leur zone de chalandise immédiate. Voilà. Mais tous les grands distributeurs auront les deux canaux, à mon sens. Merci. Bertrand, je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises quand Olivier parlait que la distribution avait un peu tardé à venir sur le e-commerce, quand il a dit qu'il existerait encore des pure players. Donc, vous qui êtes au démarrage, ça fait une dizaine d'années que vous êtes en fabrication de sites e-commerce, qu'est-ce qui a changé en fait? Qu'est-ce qui a évolué? Comment a évolué ce consommateur? Je crois qu'effectivement, l'important, pour bien comprendre ce qui se passe, c'est de revenir tout simplement à ce que souhaite le consommateur. Le consommateur, il veut acheter quand il veut, où il veut, comme il veut. Et cette notion de réseau physique... C'est quand même relativement nouveau. C'est assez nouveau, mais on peut dire que les enseignes ont mis du temps à le comprendre. Et que les pure players, il y avait un espace vide, il y avait 8 millions d'acheteurs en France sur Internet il n'y a pas si longtemps, donc une ville de la taille de Paris avec aucune des marques qui était présente. Donc les pure players ont ramassé les catalogues des marques, se sont mis à les distribuer et évidemment les gens les cherchaient, donc il suffisait de les vendre. Avec des rabais en plus, on avait les ingrédients réunis pour l'explosion de pure players. Depuis évidemment, les marques sont venues récupérer le terrain qu'elles avaient abandonné aux pure players. Et ces clients-là, ce qu'ils attendent, et ce qu'on attend tous, on a tous cherché sur Internet puis on est allé acheter en magasin. Quand on fait des conférences, on se rend compte qu'en général, 30% des gens de la salle sont déjà allés en magasin pour acheter sur Internet. Donc cette distinguo, cette notion de transaction, elle est en train de disparaître. On ne sait plus en fait où elle a lieu. Je vais sur Facebook, ensuite sur Google. On en est à un stade où, par exemple, dans les médias, la radio n'a pas supprimé la presse, la télévision n'a pas supprimé la radio et l'Internet n'a pas supprimé non plus les autres médias finalement. Absolument. Et donc cette transformation au niveau des distributeurs, finalement, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est que c'est des gens qui sont habitués à gérer des comptes de résultats par magasin. Donc ils ont rajouté un nouveau magasin, ça c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il va falloir fusionner ces systèmes d'information, qui est le gros problème, et c'est pour ça que c'est lent ce mouvement-là, pour qu'on soit capable d'offrir à un consommateur un panier. Quand je fais mon panier sur le site, que je l'enregistre, il serait logique que je le retrouve avec mon vendeur en magasin. Le problème de tout ça, c'est une transformation technologique très complexe. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, on s'est rapproché de l'éditeur Cegid. Alors, on va rester un petit peu sur notre consommateur. Juste, je voudrais compléter une chose. Effectivement, vous avez raison, il y a un problème technique de back-office, mais il y a aussi un problème parfois juridique, parce que dans les réseaux, notamment c'est le problème pour les réseaux d'indépendants et de franchisés, il y a un problème d'affectation des ventes. Avec le site Internet, les magasins craignent de se faire prendre du chiffre par le site monté par l'enseigne centrale. Il y a des nouvelles règles à mettre en place. Voilà, il y a des règles à mettre en place, des enseignes trouvent des solutions, mais c'est aussi ce qui a fait que les indépendants ont mis un peu plus de temps que les intégrés à aller sur le web, parce qu'effectivement, il y avait ce problème d'affectation du chiffre d'affaires. Comment on allait régler ce débat? Donc, Pardon, ce n'est pas une problématique qui ne touche que les réseaux dits de franchisés ou d'indépendants. D'une manière générale, même les chaînes intégrées qui ont des coûts très importants avec les loyers, les murs, le personnel en magasin, à partir du moment où ces gens-là ont la perception que finalement Internet va cannibaliser les ventes de leur magasin, si c'est pour gagner d'un côté ce qui risque de perdre de l'autre et mettre en perte finalement une partie de leur réseau, c'est aussi ça qui a créé des freins. Oui. Donc là, les directeurs sont parfois intéressés aux ventes. Tout à l'heure, Olivier a utilisé aussi 2 fois le terme de proximité. Guy Noël, vous, dans une étude qui est tout à fait récente, où vous ne niez pas du tout la place du digital, par contre, vous nous annoncez que les magasins ont encore de beaux jours devant eux. Oui, absolument. Enfin, peut-être prendre un tout petit pas de recul. D'une manière générale, aujourd'hui, les consommateurs, comme le disait, j'ai oublié ton prénom, Frédéric, Bertrand, veulent tout. Ils veulent tout et ils veulent pouvoir acheter tout, partout, tout le temps. La réalité, c'est que d'une manière générale, quel que soit le secteur de consommation, hormis peut-être l'alimentaire, 75 à 80% des clients passent à un moment ou à un autre sur la case Internet pour soit pour préparer leurs courses, soit pour les réaliser. On a quelques diapos qui doivent s'afficher pour le public. Bon, là, vous avez un tableau un peu rébarbatif, mais ce que ce tableau montre, c'est que pour 100 personnes qui achètent en magasin, vous en avez
80 qui vont à un moment ou à un autre passer sur la case Internet pour s'informer soit sur les prix, soit sur la nature des produits, soit sur la disponibilité des produits en magasin. Et on voit donc bien que Internet et la mobilité d'une manière générale sont devenus des outils indispensables pour améliorer l'expérience de shopping des clients qui veulent continuer à acheter en magasin. Et ça, c'est vrai que ce soit complètement intégré. En fait. Et ça, c'est vrai que ce soit des secteurs qui ne soient pas du tout pénétrés par l'Internet, comme le bricolage, où moins de 1% des ventes se font sur Internet, ou comme l'électronique grand public, qui est l'un des secteurs les plus pénétrés par Internet, à 15-20% selon les familles de produits. D'accord. Mais ce concept... Ce dont positif aussi pour compléter peut-être. Oui, peut-être avancer de 2 ou 3 slides, mais la suivante. La précédente, je pense qu'elle était intéressante. La précédente, elle montre quoi? Elle montre que 80% des clients utilisent Internet à un moment ou à un autre du parcours d'achat, que ce soit pour s'informer ou pas. Et qu'il n'y a plus que 20%, tous secteurs confondus, des clients qui n'utilisent que les magasins. Donc Internet est devenu un outil indispensable. Et ça, si on voit la slide suivante... Alors, une petite question, parce que les pionniers, on voit 6%, mais dans toute famille de produits, dans tout lancement, on a toujours 5 ou 6% de pionniers. Là, les pionniers, ils vont commencer à plus être pionniers quand même avec Internet. Non, enfin, la définition de pionnier dans cette diapositive-là, ce sont les clients qui font tout sur Internet, c'est-à-dire qui préparent leurs achats et qui achètent quasiment tous leurs produits sur Internet. Et le slide suivant montre une décomposition par secteur, où vous voyez que l'électronique et les produits culturels, mais aussi la mode aujourd'hui, sont fortement pénétrés par Internet, et que vous avez un segment de clients qui est devenu fan, complètement fan d'Internet, et qui font à peu près tous leurs achats sur Internet. Mais revenons en boutique. D'une manière générale, les clients qui sont entre guillemets multicanaux sont les clients qui sont les plus satisfaits. D'une manière générale, les clients qui utilisent les 2 canaux, à la fois les magasins et les sites internet, vous disent « je préfère encore aller dans les magasins, voir les produits, me faire conseiller par un vendeur, pouvoir essayer le produit et éventuellement l'acheter ». Tout secteur confondu ? Tout secteur confondu. Alors il y a des secteurs où le poids du magasin est encore plus important, comme la mode, où il reste encore beaucoup de gens qui préfèrent essayer les produits pour être sûr que ces produits leur vont, etc. etc. Et dans l'électronique, beaucoup moins, parce que maintenant les gens sont capables de s'informer très, très bien sur Internet. Mais d'une manière générale, tout secteur confondu, les gens préfèrent encore en moyenne les magasins qu'aller sur le site Internet. Alors c'est vrai que pour s'informer... Oui, excusez-moi, et je vais tout à fait dans votre sens. Effectivement, il y a une étude qui a été faite par l'IFOP en février 2012, et qui demandait aux consommateurs quels étaient les avantages et les inconvénients de l'achat en ligne. Alors 63% des consommateurs disaient qu'ils appréciaient d'acheter en ligne pour éviter de se déplacer, ce qui était assez logique. 58% qu'ils appréciaient parce que c'était un gain de temps. C'est ouvert 24 heures sur 24, vous pouvez faire ça depuis votre mobile dans le métro, au bureau, etc. Bon. Mais après, ils étaient quand même 64% à reprocher au web, si j'ose dire, effectivement, l'incapacité à voir, toucher, essayer le produit. Ils étaient aussi 55% à refuser de payer les frais de livraison, ce qui est quand même un phénomène très important et qui justement va tout à fait dans le sens du cross-canal, puisque la capacité de retirer les produits en magasin, c'est une option de plus en plus essentielle, et que la plupart des enseignes y viennent parce que c'est incontournable. Qui permet aussi de réunir avec l'achat d'impulsion. Et en plus, effectivement, de provoquer l'achat d'impulsion, les ventes additionnelles qui ne se font en général qu'en magasin, parce que sur le web, on a de la distance et on contrôle son budget d'une manière un peu plus serrée. Et enfin, il y avait un dernier élément qui est très important. 49% des consommateurs interrogés reconnaissaient qu'ils avaient déjà eu des problèmes lors d'un achat en ligne au moment de la livraison. Soit le produit, on les prévenait au dernier moment que le produit n'était plus disponible, soit le produit qui arrivait n'était pas celui qu'ils avaient commandé, soit il arrivait dans un état défectueux. C'est de la logistique, hein, c'est quand même de la manipulation de produits, et inévitablement un produit peut être endommagé. Voilà, tout ça pour dire que effectivement la synchronisation des 2 canaux et la capacité pour le consommateur de faire les étapes du parcours d'achat qu'il souhaite sur le canal qu'il souhaite me semble être la solution d'avenir. Enfin, c'est celle qu'on voit d'ailleurs s'imposer. Et il y a une dernière étape de laquelle on n'a pas parlé, qui est importante, c'est l'étape de restitution des produits aussi. Parce qu'on a parlé de sélection, de paiement, de réception de produits, mais aussi de restitution. Et là aussi, refaire un colis et l'emmener à la poste, c'est compliqué. Aller le déposer en magasin, c'est nettement plus simple. C'est un des freins, effectivement. Oui, voilà. Oui, Bertrand. Oui, je crois que tout ce qu'on vient de dire, ça apporte une réponse très importante à une question que se posent tous les gens qui nous écoutent ou nous regardent, qui sont un franchisé doit-il avoir peur du canal Internet ?
Aujourd'hui, chez l'ensemble des clients, évidemment, au siège, le patron essaie d'expliquer à ses franchisés qu'ils ne doivent pas avoir peur. Lui-même, n'ayant pas les idées en général très claires, il a du mal à l'expliquer. Il va leur promettre, par exemple, du chiffre d'affaires, alors que finalement, son site va probablement vendre moins que ce qu'il attend, mais c'est au bénéfice des magasins. Et je crois que tout ce qu'on vient de dire, c'est que dans une enseigne, il y a 2 étapes importantes. La première, c'est que le réseau, en propre, franchisé, c'est un réseau qui a intérêt à ce que l'enseigne est un site e-commerce. Et ça, c'est un point très important. C'est-à-dire, avant toute considération, les franchisés, en premier, devraient demander à son enseigne d'avoir un site e-commerce et proposer évidemment de fournir aux clients des conditions commerciales, de retour, de changement, etc., qui soient unifiées sur le réseau. Deuxième étape, évidemment, à ce moment-là, va s'engager la discussion des flux financiers. Mais ça c'est une deuxième étape. Et ce qui est important, c'est que ces enseignes, aujourd'hui, elles ont toujours été organisées par magasin. Et aujourd'hui, il va falloir qu'elles soient organisées par clients. C'est-à-dire qu'on va devoir créer une base de données commune à l'enseigne des clients et être capable de dire ces clients-là à quel magasin ils sont rattachés, probablement même à 2 magasins, certainement au site e-commerce, et avoir une politique commerciale unifiée. Et moi, ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est que chez nos clients, la plupart, on a un directeur e-commerce qui est par exemple rattaché au directeur marketing. C'est évidemment une hérésie. Aujourd'hui, le site internet devrait être attaché à la direction retail ou commerciale. C'est une évidence. La deuxième chose, c'est que... on est à une étape ultérieure finalement. Absolument. Ils sont encore restés à un stade où le site était un site vitrine, un site image. Absolument. Mais au début, c'était rattaché à la direction informatique. Hein. C'est déjà un progrès. Oui, alors attention, la direction marketing a tout à fait son mot à dire sur ce site, puisque ce site va être le fer de lance de l'image, puisque l'ensemble des clients vont venir naviguer ce site. Donc c'est bien un rattachement pluri. On a vu 3 sur 4. Quoi, hein. Absolument. Mais il est important que ça devienne sur la direction retail et que l'enseigne se dote d'une direction non pas e-commerce, mais d'une direction client, évidemment, puisqu'il est là l'enjeu. Connaître mon client, savoir ce qu'il me rapporte, savoir où est-ce qu'il passe, où est-ce qu'il achète, pourquoi il achète, combien il achète. Un vrai cadeau, CRM etc. cumulé entre informatique et virtuel et réalité vraie, hein, je peux m'exprimer ainsi. Donc, vous êtes, on le voit dans les salons et partout, dans la rue, dans le métro, à la voiture, utilisation aussi forte du e-mobile, c'est-à-dire qu'en l'espace de quelques années, en 3 ans, 5 ans, le e-mobile a pris une place cruciale. Et justement, là, dans un processus d'achat, Bertrand, vous êtes en train de travailler aussi sur quelque chose qui va mettre en contact le passant et puis le magasin. Alors justement, on parlait du problème central de tout ce qu'on dit, c'est que le rêve, finalement, on le connaît tous. Hein. On a son mobile, on se promène dans la rue, on est averti du vêtement qu'on rêvait d'avoir. On vient de nous dire qu'il est à 10 mètres de là, disponible, et le vendeur l'attend sur un cintre pour vous le poser sur l'épaule. C'est presque vrai maintenant. C'est presque vrai. Alors le problème, c'est le presque. C'est que malgré tout, toutes ces évolutions d'usage fonctionnelle entraîne une complexité structurelle du système d'information qui est exponentielle, qui est très complexe d'ailleurs à comprendre par les directions, puisqu'on demande au site web finalement d'apporter énormément de services en très peu de temps, ce que le système d'information lui-même est sur des cycles de développement beaucoup plus longs. Et donc c'est bien l'enjeu, va bien situer sur le lien entre ce site e-commerce, cette plateforme technique et l'ERP de l'entreprise. Donc l'accès, la fluidité de cette information. Vous pouvez nous rappeler ce qu'est un ERP ? Donc le ERP, c'est le système qui gère les achats, les stocks, l'ensemble des caisses. C'est l'infrastructure informatique de l'enseigne. La boîte noire. Voilà. Et aujourd'hui, typiquement, si on veut pouvoir, par exemple, proposer à un internaute de regarder le stock disponible dans un magasin, de faire une réservation avec un acompte, de faire enlever le produit, de faire une réservation locale, tout ça, ça demande énormément de connexion et de réflexion préalable. Voilà, ce travail qu'on fait et qui va permettre de... Alors, ce qui me permet, quand vous dites ça demande beaucoup de travail, donc quand on dit beaucoup de travail, c'est aussi beaucoup de temps et donc c'est beaucoup d'argent. Et ça me permet de rebondir sur une question d'un aquinote, Clotilde, qui nous dit « Le problème, c'est que l'Internet casse les prix ». Alors, Guy Noël, est-ce que justement l'Internet a cette réputation d'être moins cher? Comment ça va se passer à partir du moment où tout sera connecté? Est-ce que le prix sera toujours un argument d'achat ou de vente? Ou bien est-ce que les prix vont finir par se lisser? Comment ça va se passer? Puisque là, notre aquinote dit exactement la même chose. En tout cas, il y a un perçu
prix moins cher sur Internet? Je crois que la réponse, elle ne peut pas être homogène et qu'il faut réfléchir de manière différente en fonction des secteurs et de ce que vendent les distributeurs. D'une manière générale, c'est vrai que les consommateurs ont une attente et ont l'impression que Internet est moins cher. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de modèles qui sont développés au départ sur une proposition prix très agressive et qui a rencontré des succès commerciaux importants. Je pense à des gens comme Cdiscount, par exemple, ou d'autres. C'est oublier aujourd'hui qu'aujourd'hui, les clients veulent tout. C'est-à-dire qu'ils veulent à la fois des prix très compétitifs, bas, mais ils veulent aussi une excellente qualité de service et un choix très important. Et une enseigne comme Amazon, qui est aujourd'hui l'enseigne préférée des Français, paradoxalement qui n'a pas de magasin, est une enseigne qui offre tout. À la fois des prix très compétitifs, mais un choix extrêmement large et une qualité de service avant la vente, pendant la vente et après la vente exceptionnelle. Et c'est pour ça que cette enseigne est plébiscitée. D'une manière générale, et c'est encore plus vrai dans la vente à distance, lorsque vous commandez un produit à un prix exceptionnel, vous êtes très content d'avoir fait votre achat. Lorsque vous êtes à livrer à temps, vous êtes encore plus satisfait. Mais si, pour une raison X ou Y, vous avez un problème, que le produit n'arrive pas, ou que le produit arrive, c'est pas le bon, ou qu'il soit défectueux, et que vous rentrez dans le parcours du combattant que d'essayer de pouvoir retourner votre produit auprès d'un service client qui ne répond pas à vos attentes, la confiance se perd extrêmement vite. Donc c'est bien d'avoir des prix agressifs, mais si vous n'êtes pas capable d'offrir le reste, votre succès commercial, au fur et à mesure, se délite très rapidement. Alors, pourquoi c'est accepté avec Amazon? Pourquoi? Parce que tout à l'heure, Olivier disait c'est compliqué de retourner à la poste, de refaire son paquet, d'aller à la poste. Et puis, Amazon, ça n'a pas l'air compliqué. C'est pas une question de complication. Amazon, lorsque vous décidez de retourner un produit, vous prévenez le site et vous allez effectivement... vous n'avez aucun problème pour retourner votre produit. Le seul problème, c'est le temps que vous prenez pour y aller. Si vous achetez un produit sur d'autres sites, vous avez un certain nombre de sites où, pour ne serait-ce que prendre contact avec le service des retours, c'est le parcours du combattant. Et il va vous falloir une demi-heure au téléphone, le site ne va pas fonctionner, ou on va vous dire c'est trop tard, ou X ou Y. Et vous créez une expérience client qui est déceptive, et très rapidement, la confiance se perd. Vous n'avez pas ce même problème en magasin, parce que quand vous allez retourner les produits dans des magasins, au moins vous avez un interlocuteur. Et donc la possibilité d'être écouté. Oui, Olivier. Je voulais juste effectivement ajouter quelque chose sur le cas d'Amazon. Amazon, quand même, assez récemment, a décidé d'avoir des points relais physiques dans le monde réel, justement, parce qu'il y avait des clients qui voulaient pouvoir retirer les produits dans des points physiques et qui voulaient pouvoir surtout les rendre beaucoup plus facilement. Voilà, donc Amazon a franchi du pure player absolu, a franchi déjà un premier pas. Et bon, est-ce que ça augure de l'ouverture de magasins? Après ça, on peut en discuter. Moi, je pense que oui, mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, ils ont compris qu'ils avaient besoin, comme les autres, de points de relais physiques pour faciliter certaines opérations logistiques. Mais là, où est l'innovation? Où est l'innovation? Puisqu'il y a quelques années, la Redoute, 3 Suisses, avait mis aussi en place les points relais. Relais colis, c'est un réseau, la Redoute a son réseau, Mondial Relais pour les 3 Suisses, bien sûr. Bon, et ensuite, ils ont fini par fermer aussi ces points relais. Enfin, ils ont fermé les magasins. Les points relais, ils les ont toujours. Oui. Mais ils les ont ouverts à d'autres enseignes, du coup, pour les amortir. Mais voilà, oui. Mais l'existence ça confirme une chose, c'est qu'après, le format du magasin, on peut le débattre, on peut en débattre, est-ce que c'est rentable ou pas. En tout cas, l'existence de points relais, de contact physique pour faciliter des opérations logistiques, tous les distributeurs comprennent que c'est quasiment indispensable. Voilà. Sur certains marchés, en tout cas. Mais alors après, sur les marchés dématérialisables, les pure players, vous parliez de Cdiscount ou Pixmania, ils ont des magasins. Sont aussi descendus dans la rue. Ils ouvrent des magasins. Cdiscount, c'est encore très expérimental, mais il s'appuie sur le réseau des magasins du groupe Casino pour effectivement pouvoir retirer ou retourner les produits. Ouais. Absolument. Et Pixmania a un concept de format compact, c'est-à-dire de magasins de entre 150 et 200 mètres carrés. Le premier, ils l'ont ouvert en 2006. Alors, ils n'en ont pas ouvert beaucoup depuis. Bon, il y a eu des changements d'actionnaires, etc. Mais néanmoins, ils ont un réseau. Et pareil, ils s'appuient aussi sur les réseaux points relais en plus de leur propre magasin. On a compris qu'il y avait des notions de logistique qui étaient quand même importantes. Ouais. Et je reviens sur cette notion de prix, parce que c'est ce que vous vouliez dire, Olivier. Justement, je veux dire, prix moins généralement, aujourd'hui, quand on regarde sur un site internet, le prix est moins élevé qu'en boutique. Ou c'est le prix est similaire, mais on a 5% de remise. Donc, comment ça va se gérer, ça, à l'avenir?
Justement, je pense que là-dessus, il y a quelque chose de très important. Très concrètement, on parlait de politique commerciale de l'enseigne qui devait être commune à l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Il va de soi que la politique tarifaire d'une enseigne doit être la même sur son site internet, sur ses points de vente. Ce qui pose d'ailleurs des questions, non pas dans une zone géographique donnée, mais entre zones géographiques, qui sera l'enjeu futur. Comment je fais pour afficher des prix différents si je n'ai pas les mêmes prix en Espagne et en France? La réponse, c'est qu'il va falloir un jour avoir les mêmes prix. Ça prendra un peu de temps. Et comment on fait également, puisqu'en fait tout commerçant, même franchisé, est un commerçant indépendant et libre de ses prix. Il doit y avoir un prix de l'enseigne. Et ça va petit à petit réguler, hein. Ça va réguler ça. Il faut en être conscient. C'est une force extrêmement forte. Une fois qu'on affiche le prix en public accessible à tout le monde en une seconde, il va de soi que la politique tarifaire va s'unifier. Donc ça, c'est vraiment un point central. Et je pense que chez nos clients, hein, aucun de nos 55 marques partenaires, aucun n'a une différence de prix entre le réseau physique et le site internet. Aucune différence de prix. Ce qui permet effectivement de mieux croiser. Voilà. Et si on revient sur le champ concurrentiel, parce que la question tout à l'heure, c'était Internet, c'est l'endroit où on casse les prix. Alors, les enseignes ont laissé l'espace libre aux pure players qui ont pu casser les prix. Bon, c'est un constat. Les enseignes ne vont pas se mettre à casser leurs prix pour suivre les pure players. Alors, par contre, si on n'a pas les prix, il faut avoir le service. Donc, la question pour les enseignes, c'est est-ce qu'on a le service? Et si le réseau ne joue évidemment pas le jeu de la politique commerciale, de la capacité à faire un retour, on est dans une situation qui est catastrophique, puisque dans ce cas-là, l'internaute n'aura ni les prix ni le service. Donc là aussi, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, premier point, c'est que l'enseigne, l'ensemble des acteurs de l'enseigne doit jouer le jeu, charge ensuite en interne de travailler avec toi pour déterminer où va l'argent. Mais je veux dire, ça reste un enjeu secondaire, puisque tout le monde sera gagnant dans cette affaire, quoi qu'il arrive. Alors, on va sortir un petit peu du débat. Tout à l'heure, j'avais demandé qu'on vraiment parle consommateur et on a un internaute en régie modiste qui insiste pour qu'on passe la question. Je vais vous lire. Revenons au cœur du débat. Nous sommes sur un produit paramédical. Donc, le cœur du débat, je répète ici, c'était vraiment le consommateur et non pas notre sujet optique. Mais on va prendre la question. Donc, avec des prises de mesure, on ne parle pas d'un produit fini. Donc, comment un canal paramédical peut avoir des débouchés sur Internet. Donc oui, on l'a entendu tout à l'heure. Ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est un produit qu'on achète. Hein. Là, c'est une monture, c'est 2 verres, c'est une prescription, c'est une prise de mesure, c'est un montage, c'est un ajustage. Donc on est finalement à 6 étapes. Est-ce que vous, en tant que professionnel du e-commerce, de l'Internet, de la stratégie, l'optique a une voie de développement finalement, compte tenu de la complexité? On a parlé aussi de logistique. Du point de vue de la demande consommateur, en ce qui concerne les produits optiques, alors je sors de la contactologie qui est un achat de répétition une fois qu'on l'a acheté la première fois. Mais si vous prenez une paire de montures avec des verres, avec des spécifications précises, et que vous prenez le cas du marché français, je pense fondamentalement que Internet ne prendra pas une part énorme en termes d'achat sur ce marché-là, et que les objectifs qui sont annoncés par les pure play de l'optique qui partent de chiffres de 3, 4, 5% sont probablement dans le vrai. Et ce seront les gens qui sont effectivement particulièrement sensibles au prix. Mais d'une manière générale, les gens sont bien remboursés, donc la sensibilité au prix, aux produits d'optique en France est relativement faible, pourrait s'accentuer avec les débats qu'on a aujourd'hui. Mais d'une manière générale, ça reste un achat de proximité qu'on fait une fois tous les 2 ou 3 ans. On a besoin d'être rassuré. La question que peuvent se poser tous les réseaux d'optique, c'est comment Internet, les nouvelles technologies peuvent améliorer l'expérience d'achat sans nécessairement faire tout l'achat sur Internet, mais comment on peut utiliser Internet pour se faire une photo et balancer une photo sur Facebook avec différents types de montures et demander à ses copains. On verra exactement ce procédé effectivement dans notre débat de 17h. Donc, oui, je rebondirai aussi sur la question sur le paramédical. Pour moi, c'est assez intéressant. C'est que cette question-là, on voit bien que c'est la question de l'entreprise. Parce que moi, je suis consommateur. Cette notion de paramédical, entre acheter un vêtement, acheter une montre de luxe ou acheter une paire de lunettes, pour moi, c'est pas paramédical ou pas paramédical. D'accord? Donc, ce qui est important, c'est que, je vais prendre l'exemple des sociétés de luxe. Elles se sont dit pendant des années, on ne va pas faire du e-commerce, c'est sale. Puis elles se sont rendues compte très récemment qu'en fait, les gens, notamment ceux
qui ont un fort pouvoir d'achat passaient leur vie sur leur iPad, leur téléphone portable et dans un avion et qui voulaient acheter encore plus que les autres sur place. Et aujourd'hui, on a des sociétés de luxe qui font 20 à 25% de leur chiffre d'affaires en ligne avec des produits à 1000, 2000, 3000, 4000, 10 000 dollars de panier moyen. Donc cette question du paramédical, comme la question du luxe, est-ce que nous, on est comme les autres? Oui, vous êtes comme les autres. Et cette tendance, vous serez pris dans le tourbillon Internet comme tout le monde. Que ce soit 5%, 6% ou 3%, vous serez dedans. Et donc, il faut en tenir compte. Et une fois de plus, il faut revenir toujours au client. Et les gens, quand on leur pose en tant que client, est-ce que pour vous la lunette est un produit paramédical? Il suffit de se promener ici pour voir qu'on n'a que des marques de mode qui exposent leurs lunettes. Donc pour moi aujourd'hui c'est un... On a tout le processus, c'est-à-dire qu'effectivement il y a la monture qui est un produit mode, mais le verre reste un produit médical. Donc on a vu beaucoup de choses et puis donc on va rebondir un petit peu sur vos derniers propos. Donc aujourd'hui l'opticien qui est sous une enseigne, Bertrand vous nous avez dit il faut impérativement que l'enseigne y aille, bon, mais c'est aussi des commerçants indépendants, on a aussi des opticiens qui sont sous centrale d'achat, on a aussi des opticiens qui peuvent avoir des velléités de se développer sur le e-commerce. En quelques mots, qu'est-ce que vous conseilleriez à notre opticien, commerçant? Est-ce qu'il doit aller sur, est-ce qu'il doit être présent sur Internet? Est-ce qu'il doit avoir une politique digitale? Est-ce qu'il doit vendre? Est-ce qu'il doit passer directement au mobile? Guy Noël? Je crois que, comme on le dit depuis le début de cette intervention, aucune enseigne ne peut se permettre aujourd'hui d'être absente d'Internet. La question auquel tout le monde, enfin toutes les enseignes doivent répondre, c'est comment Internet peut m'aider à améliorer l'expérience de mes clients pour recruter davantage et pour les fidéliser davantage. Savoir s'il faut vendre absolument ou non est une question auquel tout le monde doit répondre. Je pense que la réponse est oui. Il ne faut pas s'attendre sur ce marché-là, à mon avis, à des miracles et de penser qu'on arrivera de sitôt à des pénétrations comme on peut en connaître sur d'autres secteurs. Mais aujourd'hui... Sauf si on fait des lunettes beaucoup plus chères, 5, 10, 15 000 dollars. Oui, peut-être, oui. Je pense que dans ce métier-là, ça restera un épiphénomène. Mais voilà, aujourd'hui, aucune enseigne ne peut dire je vais être absent d'Internet. Bertrand? Je réponds à la question de Julien. Alors, il me demande si j'achèterais mes lunettes correctives sur Internet. Évidemment, il y a deux actions. Enfin, en tant que consommateur, j'ai l'action quand je vais voir mon ophtalmologiste. Alors, je porte des lunettes, donc je précise que c'est une réponse concrète à la question. Je vais chez mon ophtalmologiste, il va me donner une ordonnance. À partir de là, pour moi, c'est terminé la partie paramédicale. Donc, je peux très bien commander mes montures. Une fois que je les ai, on m'aura donné les moyens d'aller scanner, faxer ou me débrouiller pour donner 2-3 informations. Puis, je recevrai mes lunettes avec les bons verres. Donc je peux très bien aussi recevoir mes lunettes par Internet, essayer 4 paires et renvoyer celles qui ne me plaisent pas, etc. En Allemagne, il y a 50% de taux de retour sur énormément de produits. Donc les gens achètent systématiquement 3 tailles, les essaient et renvoient. Donc voilà, c'est simplement, oui, bien sûr. Après, le processus de l'entreprise, et on revient là, pour que ça devienne simple pour l'internaute, ça va être plus compliqué dans le paramédical que dans une industrie normale. Mais du point de vue de l'internaute, il n'y a pas de différence, évidemment. Il faut rendre ça aussi simple que si c'était l'achat d'un t-shirt ou d'une télévision. Olivier, oui. Donc, quelques conseils pour nos équinotes? Évidemment, on est tous d'accord, il faut absolument aller sur le web. On ne peut pas l'éviter. Effectivement, quelle sera la part de marché du web sur les lunettes, c'est quasi impossible à dire aujourd'hui. J'entendais tout à l'heure le fondateur d'Happyview qui disait entre 8 et 10%. Certains disent 3 à 5. Bon. La réalité, elle est sûrement à peu près dans ces eaux-là. En tout cas, ça ne sera pas un raz-de-marée. On l'a vu dans tous les domaines. Je prendrai un exemple dans l'alimentaire. Quand le hard discount s'est lancé en France, tout le monde a crié « Oh là là, ils vont tout raser ». Bon, aujourd'hui, ils sont montés jusqu'à 15% de part de marché. Aujourd'hui, ils redescendent autour de 13%. C'est la crise, alors ils vont peut-être remonter progressivement à 14%, mais voilà, en gros, ils ont trouvé leur rythme de croisière et ils ne vont pas faire 30% du marché de la distribution en France. Donc je pense que c'est la même chose pour le web. Le web prend des parts de marché, il en prendra dans l'optique, mais certainement pour les raisons qu'on a dites, à savoir que c'est quand même un achat de prescription, c'est un achat réfléchi, programmé, c'est pas un achat d'impulsion. Pour toutes ces raisons, effectivement, le magasin rassure et reste, à mon avis, un canal important. Néanmoins, je pense que les opticiens en magasin doivent quand même s'interroger et se poser des questions parce qu'effectivement le web apporte aujourd'hui du prix dans un certain nombre de cas, etc., de la rapidité, de la fluidité, ce qu'on veut.
il faut qu'ils remettent peut-être un petit peu en cause la manière dont ils exercent leur travail au quotidien. Il faut effectivement, c'est Raphaël Collat qui était le directeur qualité du groupe La Poste, directeur qualité relations clients, qui disait le point de vente est le lieu de la valeur ajoutée et de la chaleur ajoutée. Donc au-delà du jeu de mots qui est amusant, effectivement, le point de vente, c'est le lieu de la chaleur ajoutée. Donc il faut que l'opticien joue à fond cette carte. Quand on disait tout à l'heure sur le web, l'intérêt c'est que sur Facebook vous mettez votre paire de lunettes et vous dites qu'est-ce que vous en pensez mes amis avec ces lunettes, celle-là ou celle-là. Il faut que l'opticien aille aussi dans cette direction et que d'une manière ou d'une autre, en magasin, il propose de l'expérience d'achat qui aille dans cette direction-là. Si il ne fait que faire ce qu'il fait depuis, voilà, quand je dis que, c'est pas un jugement de valeur, hein, mais à continuer à faire son métier comme il le fait depuis 50 ans, et voilà, et que là, effectivement, il a un peu de souci à se faire parce que sur le web, il y a des choses qu'il n'apportera pas. Maintenant, s'il prend c'est le meilleur du web et qu'il l'adapte, avec les atouts qu'il a de la proximité, du conseil, etc., tout ce qu'on a dit, là, vraiment, il résistera de manière très forte au web. Voilà. Guy Noël, vous sembliez vouloir ajouter quelque chose. Non, j'abonde complètement dans ce que vient de dire Olivier. Je pense qu'il a raison. Aujourd'hui, les distributeurs optiques doivent se poser la question de comment utiliser cet outil pour améliorer l'expérience d'achat, que ce soit à la maison ou en magasin. Et d'éviter qu'effectivement un client se promène face à un mur de 800 à 1000 montures, ne sachant pas exactement laquelle choisir, ayant un conseil plus ou moins avisé, et finalement repart du magasin sans avoir acheté parce qu'il n'avait pas su quoi prendre. Donc, finalement, on s'aperçoit que le digital, le web, le e-commerce, c'est un phénomène qui est incontournable, qui, semble-t-il, n'en est qu'au balbutiement pour la globalité des secteurs et encore plus pour le nôtre, mais qu'il faut s'y intéresser, mais que dans tout état de cause, il y aura toujours également la notion de l'enchantement client qui se fera plus en magasin que sur le web, et c'est une de nos émissions demain sur également l'enchantement client et ce qu'il faut faire pour pouvoir continuer à séduire le client. On va continuer, donc je vais remercier nos invités de leur participation à ce plateau, et puis on va enchaîner toujours sur notre après-midi internet avec Maher Kassab qui va nous parler là directement à partir d'une étude consommateur auprès de 1300 porteurs de lunettes, quelles sont les attentes du porteur, ses réflexions par rapport au web, ses attentes et ses craintes. Donc merci, je vous remercie de votre attention et à bientôt sur Acuité TV.